Bonjour à tous, bonjour les amis. Voilà le retour de notre reporter en Amérique latine, l'ami Romain Migus, qui, depuis le sous-continent, nous explique ce qu'il se passe là-bas. Alors, je vais commencer. Je ne l'ai pas prévenu que j'allais dire ça. Je vais commencer et on n'en parlera pas. Ou bien on fera une émission particulière pour ça. Je vais commencer par lui rappeler que ses amis latino-américains de la gauche latino-américaine se sont exclamés après le résultat des élections législatives en France. Ils ont dit, ça y est, c'est le retour de la Commune de Paris. Lénine est aux portes de Matignon, ont-ils dit, alors même qu'on sait très bien que c'est une pantalonnade, que le nouveau Front populaire a fait 27% des voix au premier tour, que cette alliance hétéroclite a récupéré 178 sièges, la majorité étant à 290, un peu moins, mais enfin peu importe. Donc, non, il y a eu une grosse illusion en Amérique latine tout d'un coup. Donc, le pauvre Romain a essayé d'expliquer que ce n'était pas exactement Lénine qui allait être nommé à Matignon, mais semble-t-il qu'il n'ait pas encore réussi à les convaincre. Bon, tu ne réponds pas, Romain, tu ne réponds pas. Et chacun comprend bien qu'on en a discuté entre nous à une autre occasion. Ça m'a beaucoup fait rire, et lui aussi. Il a ramé, hein, il a sorti les pagaies, puis il y a été pour essayer d'expliquer. Bon, mais ce n'est pas le sujet du jour. Notre sujet du jour, c'est le Venezuela, dont on ne parle plus depuis un bon moment. Je parle dans le triste pays qu'est la France, hein. C'est-à-dire que pour l'instant, tout le système médiatique et politique est occupé aux prosternations d'usage devant Kamala Harris, présentée d'ores et déjà comme présidente des États-Unis et probablement un des plus grands, sinon le plus grand président de la République américaine, succédant au précédent qui tenait ça, ce poste du plus grand président de l'histoire, qui était Joe Biden. Voilà, bon, j'ai fini cette petite présentation provocatrice et je te passe la parole, mon ami Romain. Non, mais je vais pas répondre. Non, 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 parce que mais parce qu'on va être sinon on parti y... sur. Attends, on y est encore demain. Non, alors déjà, Régis, merci de m'inviter parce que le Venezuela donc vote dimanche 28 juillet. C'est un vote important. Et puis le Venezuela, comme tu dis, est réapparu médiatiquement. On a vu un documentaire complètement mensonger sur Arte ces jours-ci. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est un florilège de témoignages de mafieux, de corrompus, de putschistes contre Maduro. Donc ça vous donne hein, l'idée est d'influencer évidemment votre vision du Venezuela si elle n'était pas encore assez. Alors, donc, je voulais répondre en disant que, effectivement, l'océan Atlantique a tendance à déformer un peu les informations, qu'ils viennent d'un côté du rivage ou de l'autre, d'une rive à l'autre. Alors, pour vraiment bien comprendre, je vous conseille évidemment d'aller sur les deux rives pour Voilà. comprendre l'actualité latino-américaine et puis évidemment sur Vue du droit Alors, pour l'actualité française. c'est l'Atlantique qui n'est pas la mer la plus chaude, hein, mais qui provoque des mirages, hein, comme ça, c'est-à-dire C'est ça, l'arrivée mais d'un de côté comme la... de l'autre, parce qu'évidemment, la façon dont les Français voient le Venezuela est déformée. complètement distorsionnée aussi. Alors, je vais faire un petit aparté, Régis, parce que donc, vous savez que depuis quelque temps, je suis au Pérou et que j'ai couvert le soulèvement populaire de l'année dernière, d'il y a un an et demi. Et donc, je suis sur un concours photo et figurez-vous que ma photo est deuxième pour le prix du public. Et comment peut-on voter pour cette photo? Par Instagram. Voilà, vous appuyez un like égale un vote. Nous sommes à peine 20 voix du premier. Donc, aidez-nous à gagner. On mettra le lien de la photo en description. Merci d'avance. Absolument, on mettra le lien de la photo en description. Là, pendant quelques secondes, vous allez avoir cette photo. Je vais la mettre au montage pour que vous voyez de quoi il s'agit. Donc, et après, on compte sur votre mobilisation pour que Romain Migus remporte haut la main ce concours. Bon, voilà. Voilà, merci. Oui, c'est surtout, en plus, cette photo a été prise dans un village reculé du sud du Pérou, donc qui était un des épicentres de la mobilisation paysanne et indigène contre le régime issu du coup d'État contre Pedro Castillo. Voilà, fin de la parenthèse, fin de la publicité.
On peut commencer sur le Venezuela. C'était une transition, Régis. Oui, mais j'ai Bon, bien compris. Donc maintenant, tu reviens au Venezuela. ouais, donc évidemment, donc, dimanche 28 juillet, il y a des élections présidentielles. Donc il y a 11 candidats qui se présentent, 33 partis politiques. Vous allez me dire, mais comment c'est possible, 33 partis politiques, 11 candidats? Parce que plusieurs partis politiques peuvent soutenir le même candidat. Voilà. Et donc, au moment où vous allez voter, vous votez pour un parti politique. C'est-à-dire que vous pouvez voter PSUV pour Maduro, PCV pour Maduro, PPT pour Maduro, etc., etc. MUD pour Edmundo González, je crois que Nuevo Tiempo pour Edmundo González, etc., etc. Donc, 33 partis politiques, 11 candidats. On est un petit peu loin déjà en commençant de l'image du parti unique, de la dictature, etc. Non? Donc, il y a des élections qui vont se tenir, des élections avec, on y reviendra, 635 observateurs internationaux. Donc, c'est-à-dire que cette élection va être scrutée de très près. Alors, l'Union européenne n'a pas été invitée. Pourquoi? Ben, c'est très simple. Pas parce que Maduro a peur de von der Leyen, pas du tout. C'est que le Conseil national électoral avait invité l'Union européenne et quelques jours après, l'Union européenne a appliqué des sanctions contre le Venezuela. C'est joint au blocus des États-Unis et du monde occidental contre le Venezuela. Donc, le Centre national occidental a considéré qu'il s'agissait là d'un acte de partialité contre le pays et donc a retiré l'invitation à l'Union européenne. Mais il y aura des observateurs de l'Union africaine, il y aura des observateurs du Conseil des experts latino-américains, des conseils des experts électoraux latino-américains, il y aura des observateurs du Centre Carter, donc des États-Unis, plus les observateurs invités par les partis politiques. Il y en aura 635 au total, ce qui assurera une transparence dans des élections qui sont, on va le répéter, très transparentes. Non, c'est très difficile, voire impossible, de faire une fraude lors d'une élection au Venezuela. Pourquoi? Ben parce que, à la différence de certains alors, on m'avait dit oui, mais ils utilisent Smartmatic ou l'autre entreprise qui aurait facilité une fraude aux États-Unis, etc. Non, ils ne l'utilisent plus. Ils utilisent un logiciel vénézuélien. Mais même avant, avec Smartmatic, le problème, c'est pas le vote électronique. Le problème, c'est les audits à toutes les étapes du vote électronique. Et au Venezuela, il y a 14 audits. Des audits sur le système de transmission, des audits sur les communications, des audits sur le montage des machines électorales, des audits sur les logiciels qui vont recueillir les données, des audits sur la manière de fonctionner, et puis il y a des audits post-élection, notamment avec l'ouverture au hasard et donc devant huissier avec la présence de tous les partis politiques, le choix aléatoire de 30% des urnes qu'on ouvre, qu'on recompte et qu'on compare avec le vote électronique. Et depuis toutes ces années, il n'y a jamais eu un problème. Voilà. Ce qui avait fait dire à Jimmy Carter, l'ancien président des États-Unis, qui n'est pas un ami du chavisme ni du communisme international, qui lui avait dit que le Venezuela était le meilleur système électoral au monde. Voilà. Alors, Carter est une chose, Romain en est une autre. J'ai voté, moi, quand je vivais au Venezuela, puisque comme vous le savez, j'ai vécu plus de 10 ans, et donc les résidents avaient le droit de vote aux élections municipales et régionales, donc j'ai voté. Et puis j'ai voté en France, là où est mon bureau de vote, c'est-à-dire à Bourges, où on utilise une machine informatique aussi. Je peux vous dire que le mode de vote en France est médiéval par rapport au système vénézuélien et que même je pourrais même émettre des doutes sur les résultats qui sortent de la machine en France parce qu'il n'y a pas toute cette chaîne d'audit qu'il y a au Venezuela. Voilà. Donc on est dans une élection évidemment fondamentale pour les Vénézuéliens parce qu'ils vont choisir leur futur avec plusieurs candidats.
Alors, dans les candidats, il y a, on va dire, 3 blocs, n'est-ce pas? Il y a un bloc de la droite extrême, ou de la droite. Je ne vais pas éviter de prendre le mot de droite, mais en tout cas des partisans du néolibéralisme extrême ou même de l'anarcho-capitalisme et de la soumission à Washington. Donc nous avons là le duo, je dirais, Edmundo González, Maria Corina Machado, mais pas que. Il y a aussi Enrique Marquez, qui a été vice-président de l'Assemblée nationale alors que celle-ci se livrait à des tentatives de putsch contre Maduro. Donc Enrique Marquez, qui est soutenu par une frange aussi de la droite néolibérale et par le Parti communiste du Venezuela. Je ne vais pas m'attarder sur ce micro-groupe, enfin par l'ancienne direction du Parti communiste du Venezuela. Il y a une opposition à Maduro, qui est une opposition qui rejette les sanctions, une opposition nationale, une opposition qui ne va pas chercher les ordres et l'argent à Washington comme l'opposition antipatriotique ultralibérale. Et là, vous avez plusieurs candidats. Vous avez par exemple Claudio Fermin, vous avez Benjamin Raoseu. Benjamin Raoseu est un ancien comédien, entrepreneur. Claudio Fermin est en politique depuis assez longtemps. Vous avez toute une pléthore de candidats. Comme je l'ai dit, donc si on enlève les deux principaux, il y en a 9 plus petits candidats. Et ça, évidemment, c'est le premier mensonge qu'on trouve dans les médias, c'est-à-dire c'est une élection entre le chavisme et l'opposition. Non, c'est une élection entre un candidat du chavisme, Nicolas Maduro, et 11 candidats d'opposition. Voilà. D'ailleurs, on verra avec les résultats combien les petits candidats vont réussir à, euh, à réunir. Alors, avant d'aller plus loin et de présenter plus en avant là les deux candidats principaux, je voudrais rappeler que le contexte de cette élection survient dans un pays qui depuis plusieurs années est un pays en guerre. C'est un pays en guerre, d'une guerre qui ne dit pas son nom. Nous ne sommes pas en Ukraine, n'est-ce pas? Mais en revanche, il y a une guerre économique, donc qui a pris plusieurs phases. Hein. C'est pas seulement le blocus, je dirais un mot sur le blocus. Il y a eu une guerre de contrebande, de faire sortir les produits du Venezuela, une guerre dans la guerre économique, qui a fait de la contrebande de billets pour faire sortir l'argent liquide du Venezuela et ruiner la vie des Vénézuéliens, bien évidemment. Il y a une partie de l'inflation qui a été induite avec de la spéculation. Et puis le blocus, c'est un siège qui empêche le Venezuela de vendre et d'acheter, alors de vendre son pétrole qui représentait 97% des devises du Venezuela, c'est pas rien, qui représentait 50% de l'assiette fiscale du Venezuela, et du jour au lendemain, le Venezuela s'est trouvé sans acheteur. C'est-à-dire, je vais vous donner un chiffre. En 2014, si le Venezuela avait 100 dollars par la vente de son pétrole, en 2023, il n'en avait plus qu'un. Je vais vous remettre ce chiffre dans un contexte. Vous vivez avec le SMIC, vous avez 1200 balles, ok? Et du jour au lendemain, il faut avoir le même train de vie, c'est déjà dur, mais le jour au lendemain, il faut avoir le même train de vie avec 12 euros. C'est évidemment très difficile. Et ben, c'est ce qui s'est passé au Venezuela à cause du blocus criminel. Quand on demande à John Bolton, qui était conseiller en sécurité de Donald Trump et qui était une des personnes interrogées dans le documentaire d'Arte, qui est totalement partial et propagandiste, John Bolton, on lui demandait qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec le Venezuela, et John Bolton répondait nous sommes en train de faire comme Dark Vador dans la guerre des étoiles lorsqu'il étrangle lentement quelqu'un. Voilà. Lorsqu'on demandait à William Brownfield pourquoi avoir attendu aussi longtemps, alors aussi longtemps, c'est 3 ans, hein, pour sanctionner très durement l'entreprise pétrolière vénézuélienne, il répond parce que cela allait provoquer des centaines de milliers de morts au Venezuela et nous avons pris ce risque pour déloger Maduro. Vous voyez bon, je ne vais pas m'étendre, hein, il y a un rapport de Jeffrey Sachs, l'économiste,
qui n'est pas un économiste marxiste ou chaviste, qui a montré entre l'année 2017 et 2018, le blocus avait occasionné 40 000 morts au Venezuela sur une année. Donc là, on est bien dans les chiffres de guerre, hein. Et puis surtout, le Congrès des États-Unis a émis un rapport, si vous voulez, on le mettra en lien aussi, disponible sur Internet, dans lequel il reconnaît que la crise économique et la baisse de la qualité de vie des Vénézuéliens a été due au blocus des États-Unis. Ça, c'est jamais mentionné dans les médias français. Jamais. Jamais. Le blocus, quand on a commencé à voir ses résultats, c'est-à-dire en 2015-2016, et qu'on a vu les conséquences du blocus, avec notamment la migration, une grande migration massive des Vénézuéliens, évidemment, parce que la qualité de vie avait été complètement détruite, et l'État n'avait pas encore apporté de réponse à cela, personne en France ne disait que la crise économique était due au blocus des États-Unis et du monde occidental. Le blocus est très pervers parce que, je dis un mot là-dessus, après je passe à l'élection, mais si vous voulez, c'est très important pour comprendre le contexte de cette élection. Si vous voulez exporter du blé à Caracas, personne ne vous dira rien, vous chargez votre cargo, vous allez à Caracas. Dès l'instant où vous déchargez votre blé dans le port de La Guaira ou de Porto Cabello, votre bateau et votre entreprise vont être mises sur les listes du département du Trésor. Vous n'aurez plus accès aux dollars. Vous n'aurez plus accès à des prêts bancaires. Pourquoi? Parce que les prêts bancaires, la banque qui va vous prêter de l'argent, sera elle-même mise sur la liste du département du Trésor. L'assurance de votre bateau arrêtera de vous assurer pour les mêmes raisons, etc., etc. C'est-à-dire, c'est un peu comme le jeu des enfants dans les cours d'école, non? Hop, c'est toi le loup, t'as la peste. C'est à peu près ça. C'est-à-dire que dès que vous touchez le Venezuela, vous devenez vous-même un paria. Et donc, évidemment, le fait est que même des grandes compagnies comme Rosneft russe ou la Chinese National Petroleum Corporation ont dû partir du Venezuela, en tout cas officiellement. Après, il y a toute une partie je dirais presque de piraterie maritime pour acheter le pétrole vénézuélien à moindre prix, évidemment. Mais toujours est-il que le flux commercial du pétrole vénézuélien a considérablement baissé et par ailleurs, l'économie a été bouleversée et les qualités de vie ont été changées. Donc, c'est dans... Alors, je vais dire un autre truc. Par exemple, le blocus, on dit oui, mais le blocus... il y a des problèmes avec l'électricité et l'eau. Au Venezuela, il y a des coupures d'eau, il y a des coupures d'électricité. Oui, bien sûr. Prenons le cas d'une ville comme Caracas, mais dans d'autres. Pendant des années, ce sont les Occidentaux qui se sont occupés. Tous les matériaux pour acheminer l'eau, comment on appelle ça, les tubes, pas les tubes, Les tuyaux. les tuyaux, voilà, pour acheminer l'eau dans les grandes villes, etc. Par exemple, une ville comme Caracas, c'était Bombardier. Bombardier canadien. Du jour au lendemain, ils ne vendaient plus un tournevis au Venezuela. Donc, dès qu'il y avait une avarie, le Venezuela était obligé de mettre des rustines, on va dire. Donc évidemment, ce n'est pas la même chose que si le Venezuela disposait du matériel de rechange. Pour l'électricité, alors la production est publique, ça, il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'était la transmission, c'était Siemens qui s'en occupait, allemand, pareil, du jour au lendemain, plus rien. Et puis le Venezuela avait un grand projet, le 4e barrage sur le Caroni, qui était presque fini, mais pas, et qui dépendait d'un financement multilatéral, si je ne m'abuse, de la CAF, la Corporation andine de développement, et qui du jour au lendemain, par l'actuation, par l'opération Guaido et le blocus, a fait que ce financement s'est arrêté. Donc tout ça, quel est le but du blocus? Que les Vénézuéliens ne votent plus pour le chavisme. Et ce projet émancipateur qui avait très bien réussi, qui avait amélioré la qualité de vie des Vénézuéliens pendant 10 ans ou 12 ans, et qui, pendant un laps de temps, là, on va en reparler parce que ça a changé, sous les coups du blocus. Et puis, pas à diminuer la qualité de vie. Pour que ce projet, évidemment, ne soit pas un projet gagnant. Voilà. Et que les États-Unis puissent récupérer, avec un candidat fantoche, le maniement des immenses ressources naturelles, tant pétrolières que gazières, aurifères ou de minerais du Venezuela. Et le blocus est un fait, mais il y a aussi une guerre diplomatique pour tenter d'isoler le Venezuela.
Alors on dit, et on le redit dans la presse française, le Venezuela est isolé diplomatiquement. Mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il y a 40 pays qui sont les États-Unis et leurs chiens, qui effectivement n'ont plus de relation ou une relation exécrable avec le Venezuela, donc c'est-à-dire l'Europe, enfin les pays de l'Union européenne, la Corée du Sud, l'Australie, le Canada, bon, les États-Unis et leur sphère d'influence, ben, on va dire, mais le reste du monde n'a jamais cessé ses relations ni de coopérer activement avec le Venezuela. Preuve est, au au pire moment de l'opération Guaïdo, alors que tout le monde occidental était contre le Venezuela, les ONG, etc., le Venezuela a été élu à l'Assemblée générale de l'ONU comme membre de la Commission des droits de l'homme. Ben, si c'était un État paria, il ne serait pas élu. Là, il y a un mois, le Venezuela a assumé une des vice-présidences de l'Assemblée générale des Nations unies. Encore une fois. Et ça, c'est par vote. Donc, vous avez certains pays occidentaux laquais de Washington qui votent évidemment contre le Venezuela, mais le Venezuela n'est pas isolé diplomatiquement. Et puis, il y a eu aussi une guerre militaire. Hein. Il y a eu plusieurs tentatives de coup d'État qui ont essayé de renverser Maduro ou de le tuer, comme le 4 août 2018, avec un attentat au drone piégé avec du C4. Et d'ailleurs, on a pu voir la manière dont les médias avaient traité l'événement et dont la manière dont les médias français aussi ont traité la tentative d'assassinat contre Donald Trump. C'est-à-dire que la tentative d'assassinat d'un président, enfin, ou d'un candidat à la présidence des États-Unis, ça, personne ne met en doute. En revanche, celle de Maduro, elle a été mise en doute, attentat été entre guillemets, etc., alors qu'il y avait des images vidéo. Bon, tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas bien informé sur le Venezuela, vous n'êtes pas bien informé, tout comme les Vénézuéliens ont besoin aussi peut-être d'une bonne information, les Vénézuéliens et les Latino-Américains, d'une information un peu meilleure sur l'actualité politique française. Voilà, blague à part, c'était pour répondre à Régis. Alors, je rajouterais que les élections, donc, qui sont des élections, l'action du blocus n'est pas du tout démocratique. C'est-à-dire qu'on force par la famine une partie de la population à voter contre leurs dirigeants ou à voter pour le candidat que l'acteur principal du blocus a désigné. Ce n'est pas très démocratique. C'est une élection évidemment essentielle. Le Venezuela est exportateur de pétrole, un peu moins pour l'instant, mais exportateur du pétrole. Et les États-Unis ont besoin de contrôler d'une manière ou d'une autre ce pétrole, soit en l'exploitant directement, soit par le système de sanctions qui empêche les entreprises pétrolières internationales de pouvoir commercer librement avec le Venezuela. Et là, on vient aussi, c'est que le Venezuela est un acteur direct du monde multipolaire, même s'il n'est pas encore membre des BRICS, il en a fait la demande, il n'est pas encore membre des BRICS, mais c'est un acteur puissant qui a eu en Amérique latine, un peu moins maintenant, mais qui a été un moteur de la construction de l'intégration latino-américaine et du monde multipolaire. Hein. On se rappelle que sous les présidences de Chavez et Lula, comme impulseurs, avaient lieu de manière régulière les forums Afrique-Amérique du Sud. Le Venezuela a été un des premiers pays à renforcer des relations bilatérales avec des puissances moyennes comme la Turquie, l'Iran, certains pays du Golfe, bon, le Brésil évidemment, en Asie, l'Indonésie, la Biélorussie, etc. Donc c'est un acteur du monde multipolaire et évidemment ben, c'est un caillou dans la chaussure des États-Unis pour l'instant. Mais vous allez voir, c'est pas si simple que ça. Donc là, voilà, on va commencer, on va aller décrypter un peu plus les candidats de l'élection qui a lieu dimanche. Ok. Alors, sur les candidats, alors, les deux candidats principaux, comme je l'ai dit, il y a 11 candidats. Il y a 9 candidats, petits candidats, on va dire, mais qui vont totaliser finalement un pourcentage important qui peut aller de 7 à 12%. Hein. Et évidemment, ça, c'est un taux
en tout cas des électeurs, que n'auront pas le candidat d'opposition. Pourquoi? Ben parce que le candidat d'opposition, ou plutôt la candidate, vous allez voir pourquoi, c'est vraiment le plus extrémiste du Venezuela. Alors, le candidat, c'est Edmundo González Urrutia, c'est un ancien diplomate, c'est un vieux monsieur qui est malade et qui n'a pas toute sa... Je dirais pas qu'il est aussi sénile que Biden, ça serait mentir, mais il a pas toute il est pas, c'est pas un candidat qui bénéficie d'une large ouverture vers le futur. On va dire ça de cette manière-là. En réalité, et vous avez dû l'entendre dans vos médias, celle qui se présente en utilisant ce candidat, c'est Maria Corina Machado. Maria Corina Machado, c'est la plus extrémiste et la tendance la plus extrémiste du Venezuela. C'est une personne qui, dès 2002, avait participé au coup d'État contre Chavez. C'est une personne qui vient de l'oligarchie, à la différence d'autres candidats de l'opposition vénézuélienne. C'est une personne qui vient de l'oligarchie vénézuélienne, donc des familles qui ont le pouvoir depuis 200 ans. C'est une personne qui a appuyé toutes les stratégies putschistes depuis l'avènement du chavisme, donc il y a maintenant il y a maintenant 25 ans. Récemment, donc cette personne a soutenu le blocus, fait l'apologie du blocus, demande aux États-Unis de renforcer le blocus afin que les Vénézuéliens souffrent encore plus. C'est une personne qui a demandé une intervention militaire étrangère, notamment des États-Unis, puis d'Israël, pour renverser le gouvernement vénézuélien. Alors ça, c'est important, parce qu'en France, c'est l'article du Code pénal 411A, et c'est condamnable à la prison à perpétuité. Donc, c'est-à-dire que cette femme, en France, elle serait en tôle à perpétuité, pour trahison à la patrie. Et en fait, dans tous les pays qui aujourd'hui la soutiennent, en par exemple l'Espagne, l'Italie, et y compris bien entendu les États-Unis, c'est la prison. C'est la prison. Cette femme serait en prison parce que elle a non seulement prêché évidemment l'insurrection au Venezuela, non, mais l'insurrection armée, hein, avec mercenaires, putsch, essayer de corrompre une partie de l'armée, etc. Et puis, d'une autre partie, elle a appelé à une intervention étrangère. Alors c'est pareil, hein, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, on mettra peut-être la vidéo, en tout cas vous pouvez écrire, moi je la mettrai dans les commentaires. Que estos son terroristas. En Venezuela la mafia está en el poder. Y además así paga. Mira cómo le ha pagado la FARC a Colombia. Y lo han dicho desde aquí, descaradamente desde Venezuela. No van a ceder el poder. Hay que quitárselo a través de la conformación, insisto, de una coalición internacional liberadora cuyo núcleo está integrado por los países que más están siendo afectados por la tragedia venezolana. Colombia, Brasil, las Antillas Neerlandesas y Estados Unidos, y un país que está decidido a avanzar. No te preocupes, esto no va a ninguna parte. El régimen son criminales y al final su verdadera naturaleza se ha puesto en evidencia. Son aliados, socios de la FARC y los grupos criminales, y la única manera es avanzar por rutas que efectivamente ataquen las tres pilares, y con esto concluyo, que representan las bases del poder de Maduro hoy: su sistema de represión, su sistema de propaganda y su sistema de financiamiento criminal. Hay que socavarlos para llegar a ese punto donde finalmente entiendan que su única opción es aceptar los términos para su salida. No hay otra opción y los venezolanos no aceptaremos ninguna opción distinta a la que... Pues ahí está el planteamiento de María Corina Machado. Habrá que habrá que hacer mucho trabajo para convencer a esos países de que es necesaria una intervención militar, porque hay algunos de esos países que no la quieren y que no la avalan y que se han negado rotundamente. Hay otros que bueno, tienen ahí la posibilidad en la mesa. María Corina Machado, muchas gracias. Sé que mañana te levantas muy, muy temprano y te agradezco el que te hayas desvelado un poquito con nosotros. Muy amable, María Corina. Gracias a ti, Fernando. Un abrazo. Ce que je vous dis là est sourcé. Si quelqu'un doute, évidemment, vous pouvez toujours me demander où aller sur les deux rives. Il y a suffisamment d'articles et de preuves sur ça. Voilà, donc, en fait, cette personne avait été frappée d'interdiction d'exercer la fonction publique.
Alors, pareil, encore une fois, dans nos médias, on dit oui, c'est parce qu'elle était opposante à Maduro. Pas du tout. Pas du tout. En fait, ça a commencé son inhabilitation, comme on dit au Venezuela, parce que, étant députée, elle avait accepté le poste d'ambassadrice, de co-ambassadrice du Panama à l'Organisation des États américains, sans demander de permission à l'Assemblée, comme le stipule la loi. En France, il me semble, vous m'arrêterez si je me trompe, mais il me semble qu'effectivement, un Français peut accepter un poste diplomatique d'un autre pays, mais il faut en faire la demande au Quai d'Orsay. Vous m'arrêtez si je me trompe pas. En tout cas, il y a des lois qui régulent ça. Et elle, évidemment, les lois, elle s'en fiche, c'est fait par les gueux, elle est au-dessus de ça. Et donc, elle avait accepté ce poste d'ambassadrice du Panama. Donc, ça touche un mot de son patriotisme aussi, au passage. Et du coup, le contrôleur général de la République avait émis la résolution numéro 0100000398 qui date du 13 juillet 2015 et qui la frappe d'inhabilitation pour 15 ans. On va prendre les petites machines, touk touk touk, 2015 plus 15, 2030. Donc, on est en 2024, elle ne peut pas se présenter. Cette loi, cette inhabilitation a été réaffirmée en 2023 et vu les déclarations pour appeler à un renversement militaire étranger contre Maduro, d'accentuer le blocus, etc., la condamnation a été réaffirmée. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que il y a quelques mois, elle aurait aussi pu faire appel, elle ne l'a pas fait, donc elle sait très bien que de toute façon, son inhabilitation, son interdiction d'exercer la fonction publique est en place depuis maintenant 2015-2024, depuis 9 ans, et il lui reste donc 6 ans à purger. Voilà. Mais tout de même, elle a décidé, elle, de se présenter. Alors, encore une fois, les lois du pays, on s'en fout, etc. Et donc, elle s'est présentée à des élections primaires qu'elle a elle-même organisées et dans lesquelles elle a sorti, alors sans aucun contrôle, évidemment, 2,5 millions de voix. Mais bon, pourquoi pas, hein, elle a un capital politique aussi, il ne s'agit pas de le nier. Sauf que elle a dit, je vais m'inscrire, ils pourront rien faire contre moi. Sauf que la loi est la loi, on lui a rappelé, elle n'a pas pu s'inscrire. Et donc là, elle a essayé de nommer son bras droit, mais pour se présenter au Venezuela, il faut un parti politique qu'elle n'a pas, parce qu'elle n'a pas daigné en construire un. Et les partis politiques de l'opposition, et ça c'est très important, les partis politiques de l'opposition n'ont pas daigné inscrire son bras droit. C'est-à-dire qu'au sein de l'opposition, elle ne fait pas l'unanimité. Ou en tout cas, si en façade, ils la soutiennent plus ou moins, en coulisses, ils ne la soutiennent pas du tout. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la frange la plus radicale de l'opposition vénézuélienne et que ça fait 25 ans qu'ils se tirent dans les pattes aussi entre eux, ils sont extrêmement divisés. Donc, elle s'est rabattue sur un candidat qui était inscrit, donc cet ancien diplomate Edmundo González, qui lui a déclaré « Écoutez, moi, je n'ai pas la santé, je ne ferai pas campagne, qu'elle le fasse elle. » Donc, vous imaginez un peu vous imaginez dans quelle situation on demande le vote du Venezuela, c'est-à-dire que la dame en question fait campagne avec une affiche du candidat pour lequel il faut voter. Bon, c'est pas forcément, il y a pas un véritable mouvement de campagne. Alors, par contre, ça ne veut pas dire que personne va voter pour le candidat González. C'est pas vrai. Il y a une opposition au Venezuela, une opposition vivace au Venezuela, n'est-ce pas? Alors, ce qui est vrai, c'est que le noyau dur de María Corina Machado, on va même plus parler d'Edmundo González, le pauvre, il ne sert pas vraiment à grand-chose. Le noyau dur de María Corina Machado, en réalité, est à l'étranger. Et en fait, à l'étranger, il y a très peu de Vénézuéliens qui sont inscrits sur les listes électorales. Et d'ailleurs, là, c'est un thème qui est intéressant. Vous allez me dire, mais pourquoi, s'il y a, comme dit l'opposition extrémiste, 10 millions de Vénézuéliens qui sont à l'étranger? Eh bien, parce que c'est un business, la migration des Vénézuéliens. Pour chaque migrant, les ONG ou les États touchent du pognon. Pas du pognon, votre pognon.
L'Union européenne a donné 2,5 milliards de dollars de fonds pour les migrants vénézuéliens. C'est vous qui payez les ONG de ces gens qui, sur le terrain, ne font absolument rien pour les migrants. Voilà. Donc, c'est un business, non? Et le fait d'inscrire ou de faire des campagnes massives pour inscrire les Vénézuéliens de l'étranger dans les consulats, bah, montrerait que peut-être la migration n'est pas aussi importante que le veulent faire croire l'opposition du Venezuela et que, par conséquent, il faudrait réduire le chiffre des subventions qui leur sont allouées. Voilà. Donc, ils ont plus ou moins laissé les migrants vénézuéliens qui n'apporteront pas une grande masse de votants pour Maria Corina. Bon, mais ça ne veut pas dire que dans le pays, il ne reste pas des votants. Bien sûr que oui. Le Venezuela a toujours été polarisé. Alors là, il y a quand même, comme je vous ai dit, entre 7 et 12% de, je pense moi, hein, en voyant, en ayant étudié un peu la situation, de personnes qui vont dévier leur vote vers des petits candidats parce qu'ils ne veulent pas d'un vote trop extrémiste comme le vote de Maria Corina. Et donc, ça apportera, évidemment, ça fera préjudice au candidat principal, on va dire, de l'opposition. C'est le principal, mais ce n'est pas le seul. Voilà. Maintenant, on va s'attarder sur l'autre candidat principal, candidat du chavisme, Nicolás Maduro. Alors, Nicolás Attends, Maduro... Oui. Romain, je crois que c'est le moment de nous rappeler le mode de scrutin du Venezuela. Oui, tu as raison. C'est assez important parce que quand tu parles de l'opposition, en fait, et on va le voir quand tu vas nous dire quel est le mode de scrutin, il y a des oppositions dont l'ancien diplomate dont je n'ai pas retenu le nom et Maria Corina, hein, mais il y en a d'autres et c'est en fait, ils s'agglomèrent et il n'y a pas d'alliance et d'union qui permettent de faire émerger un seul candidat contre Maduro. Il y a un éparpillement, semble-t-il. Exactement, il y a un éparpillement. En plus, dans les... Oui, attends, sur le mode de scrutin. Oui, j'arrive dans les grands partis qui soutiennent Maria Corina. Comme je vous l'ai dit, il y a en façade, il y a un soutien et en coulisses, en réalité, les militants ne se mobilisent pas. Et comme tu as dit, le candidat, l'ancien diplomate, j'ai pas retenu son nom. Et en fait, Maria Corina Machado fait campagne aux Vénézuéliens pour leur dire retenez son nom. C'est là le problème. Voilà. Ah bon? Oui, retenez son nom parce que c'est pour lui que vous allez Donc, il n'y a voter. pas que moi, je pourrais être électeur au Venezuela. De l'opposition au Venezuela, c'est cela. Et alors, le scrutin, c'est un scrutin uninominal à un tour. C'est-à-dire que le premier qui arrive en tête, il a gagné. Si Maduro arrive en tête avec 25%, il a gagné. Dans plusieurs autres pays, pour gagner, soit il faut passer la barre des 40% avec 10% de différence avec le suivant. C'est-à-dire que ce n'est pas 50%, 40 avec 10%. Au Venezuela, c'est le premier arrivé en tête qui gagne. Comme c'est un parti, en fait, d'où ça vient du fait que il y a eu un bipartisme pendant de très longues années entre AD, Copey, les sociaux-libéraux et les démocrates chrétiens. Et donc, il n'y avait pas... Celui qui gagnait, il avait 52% au premier tour, où il passait la barre des 50%. Avec le chavisme, en fait, ça s'est répété parce que mine de rien, il y a toujours eu des petits candidats, mais à la différence de cette élection et puis de l'élection passée, les petits candidats ne totalisaient que 1%. Donc, on avait encore une fois un bipartisme sous Chavez ou la première élection de Nicolás Maduro en 2013. Là, les petits candidats pèsent plus. Voilà. Donc, uninominal à un tour. C'est-à-dire que dimanche soir, on a un vainqueur. Et alors, je vais m'attacher à décrire l'autre candidat principal, Nicolás Maduro. Alors, Nicolás Maduro, eh ben, comment il est vu? Il est vu comme aussi par une partie de son électorat. Alors, le chavisme a toujours eu 30% de noyau dur, non? 30% de personnes qui ont voté, votent et voteront pour le chavisme, quoi qu'il se passe. Non? Il y avait même eu un
un slogan il y a quelques années qui faisait enrager l'opposition, mais aussi la petite bourgeoisie intellectuelle de gauche critique contre Maduro. C'était quand il demandait, le slogan c'était ce qu'en dit Nicolas. Et quand il disait, qu'est-ce que t'en penses, toi, ce qu'en dit Nicolas? Et donc, Nicolas Maduro, non, ça faisait rager les opposants parce qu'ils disaient, ah, c'est des bêtas, etc. Évidemment, les gens ont leur propre libre arbitre, et ils aiment bien aussi les faire rager. Mais si tu veux, l'important, c'est qu'il y a un noyau dur de 30%. Alors, on ne gagne pas avec 30%. Non, c'est trop peu. Ça veut dire qu'il faut aller conquérir, reconquérir des électeurs plus modérés et voir aussi des électeurs déçus, des électeurs mous, comme on appelle, de l'opposition. C'est-à-dire d'aller conquérir non seulement les électeurs modérés qui ont tendance à voter chaviste, mais aussi une partie des électeurs de l'opposition qui ne veulent pas d'un retour à la guerre civile ou d'un retour à l'affrontement permanent, qui est ce que propose Maria Corina Machado. Parce que j'ai oublié de préciser quelque chose, je m'en veux d'ailleurs, parce que c'est grand, mais c'est le programme de Maria Corina Machado et de son pantin Edmundo González. Il est très simple. Là encore, Maria Corina, elle le dit dans des vidéos. Donc, elle se cache pas, il n'y a aucun problème. Elle veut tout privatiser, y compris et surtout l'industrie pétrolière. Ben, il y a des Vénézuéliens qui n'aiment pas forcément Maduro, mais qui ne sont pas sur cette ligne-là. Qui ne sont pas sur cette ligne-là et qui ne sont pas sur la liste, qu'on encore une goutte de dignité nationale et qui ne sont pas sur la ligne d'alignement direct à Washington. Il y a des Vénézuéliens qui n'aiment pas Maduro, mais dans un pays où il y a une assez conséquente immigration syro-libanaise palestinienne, il y a des électeurs qui n'aiment pas forcément Maduro, mais qui voit que Maria Corina Machado a fait alliance avec son parti, avec le Likoud, il y a quelques années, a des très bonnes relations avec Benjamin Netanyahou et soutient Israël dans le génocide de Gaza. Donc, si vous voulez, il y a toute une partie des électeurs qui ne veulent pas ça, hein, et donc qui peuvent être captés aussi par le chavisme ou être en tout cas déviés sur, qui peuvent dévier leur vote sur des petits candidats. Alors, le Maduro, c'est aussi l'homme fort. C'est l'homme fort. C'est le mec qui a résisté à toutes les tentatives pour le renverser, l'assassiner, qui est encore là, et puis surtout qui n'est pas parti, qui n'a pas baissé les bras, qui a résisté aux côtés du peuple vénézuélien. Ben ça marque. Quand vous avez une personne comme candidat qui peut à peine marcher et que vous avez un espèce de titan de l'autre côté qui en plus a, durant sa campagne, fait tout un discours particulier sur la jeunesse, la relève, les générations du futur, qui s'est prêté à danser du reggaeton avec des lunettes de soleil. Il y a toute une esthétique qui est propre à la jeunesse vénézuélienne, et que vous avez un vieillard de l'autre côté qui peut à peine marcher, ben évidemment, voilà, dans les messages de campagne, surtout qu'évidemment, dans la campagne, il y a eu un retour sur les bases du chavisme, donc pour essayer de fédérer aussi le noyau dur, et puis avec certaines personnes qui s'en étaient écartées pour diverses raisons principalement tous liés au blocus des États-Unis. Et puis, je crois que c'est là le plus important. Ce que je vais dire maintenant, c'est le plus important, c'est la clé de l'élection. Je vous ai dit en introduction que le blocus avait détruit l'économie vénézuélienne. Thomas Shannon, qui a été pendant un temps le ministre des Affaires étrangères de Obama, a dit « L'effet du blocus contre le Venezuela est comparable au bombardement de Dresde et de Tokyo par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. » Donc, on rappelle, Dresde, c'est 300 000 morts, Tokyo, c'est 500 000 morts. Et puis Attends, Romain, 300 000, non, ça c'est un peu la propagande qui a été post-Deuxième Guerre mondiale. Non, 300 000 morts, c'était pas, ça a été un bombardement qui a été un bombardement de terreur, oui, absolument.
terroristes, mais ce n'était pas ce bilan-là. Bon, je ferme la parenthèse et je fais cette observation pour Non, mais éviter ce qu'on va entendre ou ce qu'on va voir sur nos commentaires alors, après. Bon, alors peut-être parce que Thomas Shannon reprend cette dialectique-là. Il reprend ces chiffres, pardon, et il dit, c'est pas uniquement les morts qui sont morts pendant le bombardement, c'est les morts qui ont surgi parce que tout le tissu économique derrière est bien sûr. complètement déstructuré, et donc il n'y a plus d'aliments, il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus de chauffage, de services publics, machin, etc. Et donc les gens en meurent de ça aussi. Voilà. C'est des Donc, morts indirectes, oui, oui, tout à fait. voilà, mort directe et indirecte. Et donc, voilà, c'est dans cette optique-là, hein, que dit Thomas Shannon. Alors, pour les gens qui veulent aller regarder, Thomas Shannon dit ça dans le Financial Times en août 2019. Voilà, vous avez la référence, Financial Times, Thomas Shannon, août 2019, Venezuela, Dresde, et vous trouverez l'article. Alors, pourquoi je disais ça? Parce qu'effectivement, l'économie vénézuélienne a été complètement atomisée, puisque c'était une économie basée sur la rente pétrolière depuis presque 100 ans. Une économie qui souffrait régulièrement de maladies hollandaises, non, avec évidemment une extrême difficulté, voire une impossibilité à développer une agriculture, une industrie, puisque la monnaie nationale était surévaluée, qu'il était beaucoup plus facile d'importer toutes ces choses, une économie qui était liée à l'Occident, principalement aux États-Unis, mais à l'Occident en général, par les matériaux d'industrie, par la construction de raffineries, etc., et qui ben, du jour au lendemain, a succombé, puisqu'il n'y avait plus les pieds de rechange, il n'y avait plus rien, etc. Et le Venezuela s'est reconstruit. Je vous invite à lire, c'est un peu long, ça fait 9 pages, mais je vous invite à aller sur le site lesdeuxrives.info et de lire l'interview que j'ai faite du ministre, enfin de l'équivalent du ministre de l'économie vénézuélien, qui est un haut fonctionnaire vénézuélien qui travaille dans les hautes sphères publiques de l'économie vénézuélienne depuis les années 90, donc avant Chavez. Ok. Et il me disait, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Il a dit, et il me disait, le Venezuela, au début du XXe siècle, au tout début du XXe siècle, avait des bases agricoles et industrielles. Quand est venue la période pétrolière, ça a fait l'effet de l'inondation de petits villages quand on construit un barrage hydraulique. Et puis avec le blocus, ça a eu l'effet de la sécheresse. L'eau du barrage a baissé et on a retrouvé le village qui était en dessous et sur lequel nous sommes en train aujourd'hui de reconstruire notre économie. Le Venezuela, qui importait absolument tout, notamment en matière de nourriture, et je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec des amis vénézuéliens il y a plusieurs années de ça, et je m'étais rendu compte qu'étaient des gens qui en plus travaillaient au ministère de la Culture, etc. Donc et je me suis rendu compte que c'est des gens qui ne connaissaient pas les saisons. Au Venezuela, il n'y a pas de saison. Mais ils ne connaissaient pas les saisons, puisqu'il y avait des fruits et légumes de manière permanente, puisque tout descendait du bateau. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, le Venezuela, donc quand je demandais au ministre de l'économie comment avez-vous pu faire repartir l'économie après un tel désastre, et il m'a dit, bah, c'est très simple, on a misé d'une manière très pragmatique. On s'est dit, les gens, il faut qu'ils mangent d'abord. Donc, on a misé sur l'agriculture. Mais pas seulement de l'État, avec le secteur privé. Le secteur privé, voyant qu'il y avait du pognon à se faire, hein, on ne va pas se mentir, a dit, bah ouais, on va investir. Si l'État nous favorise certaines choses, comme la sécurité des routes, comme la possibilité de pouvoir vendre, d'arriver à stabiliser un peu pour que les gens puissent nous acheter nos denrées, de favoriser aussi avec la fin du contrôle d'échange et qui a eu un effet bénéfique pendant un temps, mais qui par la suite a été dénaturé. Et voilà, Maduro a mis fin au contrôle d'échange. Et donc, ça a eu un effet de sincérité dans l'économie vénézuélienne et donc dans l'agriculture, où tout le monde touche maintenant des salaires indexés au dollar. Et donc, il y a eu un effet de sincérité. Et l'économie a pu repartir par l'agriculture, d'une part,
Aujourd'hui, le Venezuela produit 92% de ce qu'il mange. Ça n'a jamais été le cas dans toute son histoire. Et on voit une industrie de transformation qui se greffe aux besoins de l'agriculture. Alors vous allez me dire, bah oui, mais c'est le b.a.-ba. Oui, mais pas au Venezuela. Ça n'a jamais été le cas. Puisqu'il y avait une agriculture inexistante ou très peu existante parce qu'on importait de la nourriture par l'argent du pétrole, et puis des économies d'enclave dans lesquelles il y avait quelques industries, mais qui n'étaient pas forcément liées au système économique général du Venezuela. Donc là, on repart, on va dire, le Venezuela repart économiquement sur des bases saines. Selon les pronostics d'un institut, je ne sais pas si je devrais le nommer parce que les gens ne vont pas me croire après, parce qu'ils vont me dire que j'utilise que des références gauchistes, castristes et léninistes, mais selon un institut communiste qui est le Fonds monétaire international, le Venezuela aura pour l'année suivante, pour l'année 2024, la croissance la plus élevée du continent latino-américain avec plus de 5%. Les Vénézuéliens ont fait leurs calculs, ils parlent eux de 8%. Et quand on est à Caracas, on le voit. Moi, vous me connaissez, j'y ai vécu pendant très longtemps. J'y retourne plusieurs fois par an, tous les ans. Et j'ai vu la différence. Effectivement, depuis 2 ans, l'économie est repartie et aujourd'hui, elle est bel et bien repartie. Est-ce que on atteint des niveaux de consommation dignes des plus grandes années pétrolières du chavisme? Non, on repart sur d'autres bases, à mon avis des bases plus saines. Mais en tout cas, l'économie a changé réellement en bien pour les gens. Ben ça, les gens le voient. Alors, Et je voudrais faire une intervention là, parce que ce que tu dis est très important. Donc, Maduro il y a eu des réformes, et aujourd'hui, il y a des gens, alors bon, les consommateurs, bien évidemment, qui ont intérêt à ce que se poursuive, mais il y a aussi probablement ceux, justement, les entrepreneurs qui sont dans la production et qui ont investi et qui ont envie que ça se poursuive. Moi, je constate quelque chose. Tu parlais du Fonds monétaire international. Effectivement, il y a aussi la Banque mondiale qui dit des horreurs. Macron dit non, 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 c'est affreux. C'est à propos de la Russie. Je pense à la Russie. Bruno Le Maire, je persiste et signe. Donc, ces organismes dont chacun sait qu'ils sont totalement communistes, qui viennent dire que bon, ben, la Russie a profité des sanctions. C'est ça qui est extraordinaire. Et si on regarde un petit peu, de façon schématique, hein, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, l'effondrement des années 90, la reprise du début des années 2000, mais en usant, en se servant de la ressource, de la rente apportée par les matières premières. Mais après, il y a eu les premières sanctions de 2014, après la Crimée, il y a tout ce qui a été entrepris. Et ce que tu viens de décrire, c'est toujours la même chose. On est sous pression extérieure, on vous martyrise pour essayer de vous faire changer de gouvernement, un régime change, et ça vous oblige à... Alors, je ne dis pas que c'est une bonne méthode, hein, parce que c'est un coût élevé, mais ça vous oblige à changer, à passer à des économies différentes. Ça fait reculer le néolibéralisme au plan interne, ça c'est clair, et ça permet de changer la vie et de créer la situation qui est celle, par exemple, de la Russie aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est le pays de cocagne, c'est pas vrai, mais tous les indicateurs démontrent que c'est une réussite et qu'elle a des taux de croissance et des taux de PIB, PPA, qui sont parmi les meilleurs du monde aujourd'hui. Et qu'ils sont plus. Je veux dire, le régime des sanctions devient complètement contre-productif. Sauf que c'est une drogue. Parce que ce que tu as décrit tout à l'heure, ce que tu as décrit concernant le pétrole, c'est-à-dire que c'est une peste qui se répand, effectivement. Hein, et donc, le nombre de sanctions qui ont été prises par les États-Unis est absolument monstrueux. C'est en train de se retourner contre eux. Alors oui et non, parce que le Venezuela, c'est pas la Russie. Le Venezuela a quand même morflé. Hein. Il n'avait pas l'appareil industriel Non, qu'avait non, déjà non, la non, Russie. attends, je dis pas, non, c'était pas pour faire une comparaison du tout. C'était pour dire Oui, que le système des sanctions euh, trouve ses limites. oui, La oui, Russie vient oui. d'en faire Alors, une démonstration, oui. et comme, Non, le comme Venezuela ça. aussi. Le Venezuela aussi. C'est-à-dire que, alors déjà, il a une limite qui est l'utilisation du dollar. Dès l'instant où il y aura d'autres monnaies en jeu,
plus de sanctions. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Marco Rubio. Marco Rubio, qui est un élu au Congrès des États-Unis, de l'extrême droite américaine, et qui disait faites attention avec cette idée des BRICS de changer, de mettre d'autres monnaies, parce que sans l'hégémonie du dollar, on ne pourra plus sanctionner les pays ennemis, et donc viendra un empire au pied d'argile. Alors l'empire au pied d'argile, c'est moi qui le rajoute. Mais la première partie de la phrase, c'est Marco Rubio, ils en sont conscients. L'autre, évidemment, c'est-à-dire que, étant donné que vous ne pouvez plus, surtout dans un pays comme le Venezuela, importer, surtout en pièces de rechange, alors, par exemple, il y a, dans l'industrie pétrolière ou dans d'autres industries, les premiers à souffrir et à partir du Venezuela, c'était les classes moyennes intellectuelles. Parce qu'ils avaient les moyens de partir en avion, ploum, ils allaient migrer ailleurs, ils vendaient l'appartement, ils vendaient la maison, puis ils allaient s'établir ailleurs. Et c'est dur, ça. Parce que comment vous faites quand vous n'avez plus d'ingénieurs pour essayer de concocter des pièces de rechange qu'on refuse de vous vendre? Donc, le Venezuela a réappliqué la maxime de Clemenceau, si je m'abuse. Les cimetières sont remplis de gens indispensables. Et puis, ils ont formé de nouveau des ingénieurs, des gens qui n'étaient pas partis, du système D, etc. Et pour essayer de concocter des pièces de rechange, notamment pour le métro, par exemple. Alors, c'était drôle parce que le métro, qui est donc la nouvelle ligne du métro qui est espagnole, ils ont fait des pièces de rechange en concoctant parce que les Espagnols ne voulaient plus leur vendre. Et dès l'instant où ils ont commencé à les utiliser, les Espagnols voulaient leur faire un procès. On est complètement dans une logique délirante. Le Venezuela a dit, oui, si vous voulez, faites-nous un procès. Dès l'instant où on va payer, vous allez être sur les listes du Trésor des États-Unis. Bon, c'est fini cette affaire-là. Mais bon, effectivement, donc le Venezuela a changé. Alors, il a changé. Je vais revenir sur ce que tu as dit dans ce que tu viens de dire. Le Venezuela a changé. Alors, d'une part, par le réenclenchement de l'agriculture avec le secteur privé, mais planifié par le gouvernement, par le pouvoir public. Hein. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une alliance entre les deux. Et puis, c'est pas du néolibéralisme. Et puis, ils ont joué sur les droits de douane. C'est-à-dire qu'au début, le Venezuela manquait de tout. Il y avait le secteur privé qui pouvait importer certains trucs. Vroom! On met plus de droits de douane sur tel produit. Et puis ensuite, on voit qu'une petite industrie vénézuélienne est en train de d'éclore, etc. Et ce genre de produits, il ne faut plus les importer. Ploum! On remet des droits de douane. C'est horrible, Romain. Ça s'appelle du protectionnisme. C'est interdit par les traités européens, je te signale. Oui, c'est horrible. Et donc, après, ils voyaient que l'entreprise en question, qui finalement s'était constituée comme un monopole sur le marché vénézuélien, en profitait et augmentait les prix. Poum! Ils rebaissaient les droits de douane et ça importait pour fixer des prix à la baisse, etc. Ils ont joué avec ça pendant 3 ans. Troum, troum, troum. On entre, on ferme, on entre, on ferme, on entre, on ferme, avec une dextérité impeccable qui a fait repartir aussi, qui a été un des facteurs qui a fait repartir l'économie. Et donc, il y a eu un changement dans la structure du patronat vénézuélien. Pendant des années, pour ne pas dire des décennies, le modèle du patron vénézuélien, c'est un mec avec son ordinateur qui fait de l'import-export avec son ordinateur. Pour ça, il peut être à Caracas, il peut être à Madrid, il peut être à Miami. Et finalement, cette classe de bourgeoisie comprador, qui a finalement besoin de rien sinon d'un ordinateur pour être assez schématique, a appelé, depuis le début du chavisme, à détruire le pays pour dégager Hugo Chavez et puis maintenant Nicolas Maduro. Aujourd'hui, on voit éclore une bourgeoisie dont l'argent vient du produit agricole, une bourgeoisie foncière, on va dire. Et puis, il y en a une autre, une bourgeoisie industrielle qui a des moyens de production. Mais ces gens-là, ils n'ont pas envie que Maria Corina Machado revienne, ou revienne si on se passe avant le chavisme, ruinonde le pays de pétrole qu'elle veut privatiser, mais qu'elle va quand même inonder, et donc ruine leurs efforts entrepreneurial. Et ils n'ont pas envie, surtout, d'un retour à la guerre civile. Ils ont besoin d'un pays stable, d'un pays en paix, avec des gens qui achètent. Et donc, il y a la constitution d'un embryon de bourgeoisie nationale qui n'a pas envie du retour du système de bourgeoisie comprador pré-sanction
du système de guerre civile permanente, etc., etc., et puis du système qui appauvrit la population, puisqu'ils ont besoin d'acheteurs. Et aujourd'hui, même, il y a 4 jours, l'Assemblée nationale du Venezuela a voté une nouvelle loi pour fomenter les exportations. Donc, si tu veux, non seulement ils arrivent à nourrir leur population, mais en plus, ils vont exporter, notamment des bêtes, des vaches, entre autres, puis du charbon aussi. Mais bref, le système a changé, y compris pour une partie des gens qui, avant, s'opposaient à Maduro. Alors, est-ce qu'on est encore dans la rhétorique de la révolution prolétarienne, etc.? Oui et non. C'est-à-dire que le chavisme, de manière très pragmatique, a conservé le Nord en disant il faut protéger les intérêts du peuple. Et si pour ça, bah, on doit moduler certaines choses de temps en temps et sortir des doctrines, et ben on en sort pour mieux y revenir. Le Venezuela aujourd'hui, ce n'est pas le communisme, comme disent les imbéciles de l'opposition radicale vénézuélienne et de leurs relais médiatiques en France et ailleurs, mais ce n'est pas non plus le néolibéralisme, comme se plaît à le raconter le Parti communiste du Venezuela et leur... Ah ben non, ils n'ont pas de relais, pas de peau, ailleurs, non? C'est-à-dire, bon, tu as toujours 3 gars de gauchistes qui peuvent raconter ça. C'est pas vrai, c'est un mouvement national populaire qui essaie de tendre vers un socialisme, mais qui, pour des raisons pragmatiques, a fait la part belle. Quand je dis faire la part belle au secteur privé, ils sont aussi revenus sur certaines des nationalisations. Alors évidemment, la gauche vénézuélienne, le Parti communiste, qui représente 0,5%, parce que les gens qui s'intéressent aux intérêts des classes populaires sont dans le chavisme. Mais ils disaient, ils vont privatiser PDVSA, ils vont privatiser les entreprises stratégiques, ils vont privatiser l'entreprise de communication. Non, non et non. En revanche, il y a des entreprises qui ont été privatisées, notamment dans le monde rural. Mais c'est des entreprises qui, à mon sens, n'auraient jamais dû être nationalisées. Des entreprises, par exemple, de torréfaction de café. Ça, il fallait le laisser dès le début au secteur privé. Dès le début. Des entreprises, il y avait une chaîne, alors ça c'est encore public par contre, il y avait une chaîne de cafétéria publique qui avait été faite de manière démagogique à un moment donné où il y avait une guerre sur les prix du café et les entrepreneurs du café avaient fait disparaître des rayons des supermarchés le café. Donc l'État était rentré là-dedans, mais c'est pas le rôle de l'État de servir des cafés à la population. Le rôle de l'État, c'est dans la sidérurgie, dans la mine, dans le pétrole, dans l'industrie lourde, dans la pétrochimie, là d'accord. Et d'ailleurs, pas que, hein, il y a aussi du secteur privé là-dedans, mais pas le rôle de l'État dans ces grandes entreprises, dans ces grandes industries, d'accord, dans les télécommunications, et puis ensuite de fomenter l'éclosion d'industries de transformation, etc. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Venezuela. Donc Maduro, il a ce passif aussi. Et les gens le voient. Il a amélioré la situation sur les 2 dernières années. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est fantastique. Et là, même moi, je n'ai pas voulu y croire quand la dernière fois, il m'a fait un coup, les copains. C'est qu'on était en train avec tout un groupe de copains, on était en train de boire une bière. Et puis, vers 1h du matin, les copains chez qui je dormais disent on va raccompagner Machine qui habite dans le bas de Petare. Petare, c'est un des plus gros quartiers populaires, un des plus gros barrios, comme on dit, d'Amérique latine. Et pendant des années, ça avait été tenu par des bandes du crime organisé, y compris par des paramilitaires colombiens. C'était un coupe-gorge. Et moi, je dis 1h du matin, alors que moi, quand je vivais à Caracas, il y avait un couvre-feu officieux à partir de 8h du soir, 9h du soir, parce que c'était une ville dangereuse. Moi, pendant 10 ans, je me suis endormi avec des coups de feu en bas de chez moi, hein, tous les jours, tous les soirs. Et je dis, mais vous êtes malade? Il m'a fait, mais non, tu verras, ça a changé, etc. Et je dis, bon, bah, je vais y aller, ok, je vais y aller en tonk, avec mon short de l'OM et un t-shirt. Au pire, ils me violeront, mais ils me voleront rien puisque j'ai rien. Et non, pas du tout. Et là, il y a une autre politique d'État à mettre au compte du chavisme et de Maduro, c'est qu'il a éradiqué la terrible insécurité qui pesait sur le Venezuela depuis de nombreuses années, et qui n'était pas une insécurité sympatoche, enfin sympatoche, entre guillemets, de pickpocket,
qui était vraiment de la violence interpersonnelle, braquage, armes à feu, etc. Donc, c'était territoire, prise de territoire entier contre l'État. C'était une guerre, en réalité, contre l'État. Et j'ai expliqué dans plusieurs articles, notamment Comprendre la guerre qui vient au Venezuela, comment le crime organisé vénézuélien, les paramilitarismes vénézuéliens, étaient utilisés, et notamment par l'opposition extrémiste, comme un élément de guerre interne contre l'État et contre le pouvoir vénézuélien. Je vous renvoie à ces articles. Enfin, je ne vais pas dire que c'est intéressant, parce que c'est moi qui les ai écrits, mais ça va vous donner des clés Si. pour comprendre la victoire de Maduro sur ce terrain-là. Il a remis l'État de droit. Et ils ont fait une Alors, réforme de la justice aussi. Donc, Romain, et ça, je finis là-dessus, Régis. Enfin, en tout cas, je finis cette partie là-dessus, parce que j'ai donné tous les éléments à tes auditeurs pour qu'ils comprennent bien ce qui va se passer. Reprise de l'économie plus retour de la sécurité citoyenne, bah, c'est deux actifs à mettre au compte du gouvernement chaviste et de Nicolas Maduro, et qui vont expliquer aussi en partie les votes pour ce candidat dimanche 28 juillet. tu as utilisé le terme victoire, c'est pour ça que je vais t'interrompre. Je ne sais pas. Alors donc, là, on arrive à la fin de cet entretien qui nous décrit le panorama du Venezuela qui revient dans l'actualité. Alors j'imagine que en France, Éric Nolot va nous dire ah, l'horrible dictateur pire qu'Hitler. Je pense que Jean-Paul Eltoven, ou non, Raphaël, non, Jean-Paul, c'était. Enfin, Caroline Fourest et compagnie vont hurler à la dictature au vu du résultat. Mais tu viens de nous en faire une description une description de la situation. Maintenant, tu vas t'engager, mon cher. Tu vas t'engager, tu vas quand même faire un pronostic et qui sera, j'espère, de meilleure qualité que ceux qui, entre les deux tours des législatives françaises, Ouais. avaient préconisé une victoire absolue du Rassemblement national Ouais. Alors, en nombre de députés. Donc, alors, il y a, comment tu vois ouais, le alors, il y a scrutin de au dimanche? Venezuela, comme à chaque fois, j'en ai profité la dernière fois que je suis retourné pour retrouver des dossiers où j'avais, tu sais, comme avant on faisait quand il n'y avait pas vraiment Internet, là tu copiais des journaux, je découpais, etc. Et j'ai retrouvé tout un dossier sur la campagne de 2006. En 2006, il y avait Internet, oui, certes, mais je découpais quand même dans mes journaux. Et au Venezuela aujourd'hui, mais ça, c'est pas nouveau puisque j'ai retrouvé ces coupures de 2006, il y a une guerre des enquêtes et une guerre comment on appelle ça, des manifestations de soutien aux candidats. Donc, sur les manifestations, elles sont grandes. C'est pas la peine de dire Maria Corina Machado et son pantin ne rassemblent personne, Maduro rassemble énormément de personnes. Non, c'est pas vrai. Elles sont immenses, gigantesques, dans un cas comme dans l'autre, et un peu moins, bien évidemment, enfin beaucoup moins même, pour les autres candidats, la dizaine de candidats qui restent. Et puis, il y a une guerre d'enquêtes. On trouve des enquêtes qui sont reflétées dans les médias occidentaux, où le candidat de Maria Corina Machado et de l'opposition gagnerait avec 75% des voix, etc. Bon, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pour des enquêtes, c'est pour le monde, on va dire, c'est pour c'est pour l'extérieur, c'est pour l'opinion publique internationale. Il y a des enquêtes aussi qui donnent Nicolas Maduro gagnant à 52%. Moi, je pense que le résultat va être serré. Alors, serré. Disons que Nicolas Maduro, en 2018, avait gagné avec 65% des voix. Ça ne sera pas le cas cette fois-ci. Je pense que le résultat va être plus serré. Alors, je ne voudrais pas donner des chiffres parce qu'après, évidemment, ça va être dur. Mais bon, si je devais en donner, je dirais un espèce de 48% pour Maduro, 42% pour le candidat de González, et puis une dizaine de pourcents pour le reste des candidats. C'est-à-dire une marge qui donnerait Maduro vainqueur, n'est-ce pas? Alors vous allez me dire, mais ce type est fou, tous les médias disent le contraire. Ben oui, on verra. Hein. Sur le Venezuela, je ne me suis pas trompé souvent. Peut-être que je vais me tromper, c'est possible aussi. En tout cas, si le candidat de l'opposition devait gagner, il ne gagnerait pas non plus avec 65-70% des voix.
gagnerait avec une très courte marge. Le résultat va être assez serré. J'aurais tendance à croire, moi, par rapport aux analyses que je fais sur place et au contact que j'ai, que le candidat Nicolás Maduro devrait arriver en tête. Voilà. Dans une courte marge, nous verrons dimanche prochain. Mais le résultat, je dirais presque accessoire si c'est Nicolás Maduro qui gagne, puisque le camp de María Corina Machado a déjà dit qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats. Ils ont dit les enquêtes nous donnent 70% des voix, nous allons gagner, personne, tout le monde déteste Maduro. Si jamais il est élu, ça ne peut être que par fraude électorale. Bon, ben, on verra, puisqu'il y a des observateurs internationaux. Par exemple, Lula est sorti de son silence pour dire ben, Nicolás Maduro devrait respecter les résultats, devrait apprendre à perdre s'il perd. Mais Lula, on t'a rien demandé, d'une part. Et puis, il a dit aussi, j'enverrai. Alors ça, c'est très Lula, c'est-à-dire qu'il va jouer sur deux tableaux. C'est-à-dire il va contenter un peu le monde occidental avec cette déclaration, en disant, ça y est, Lula est contre Maduro, enfin. Et puis, il a dit, je vais envoyer Celso Amorim, son conseiller en relations internationales, ainsi que des observateurs brésiliens qui vont observer l'élection au Venezuela. Donc, si jamais l'élection donne Nicolás Maduro gagnant, comme je vous ai expliqué, c'est très difficile de frauder avec le système électoral vénézuélien. Lula sera le premier à féliciter Nicolás Maduro. Voilà, donc là, il joue sur les deux tableaux pour ceux qui ont vu ça. Donc, il y a des observateurs internationaux, il y a une guerre des enquêtes, effectivement. Ça fait partie, je dirais presque, du folklore vénézuélien. Et puis, il y a quelque chose d'important aussi. C'est que María Corina Machado bon, elle veut gagner, hein, enfin, à travers son pantin, les élections, mais si elle les perd, elle doit donner le change pour ne pas perdre dans un autre niveau. Je m'explique. Il y a une double élection, il y a une double lecture dans l'élection au niveau de l'opposition. C'est de devenir le leader incontesté de l'opposition au moins pour quelque temps, c'est-à-dire l'interlocuteur principal de Washington. Pourquoi? Parce que c'est lui qui bénéficie des dizaines de millions de dollars que Washington déverse sur l'opposition vénézuélienne. De 2019 à 2023, 22-23, c'était le clan de Leopoldo López, qui est un autre extrémiste vénézuélien qui vit aujourd'hui à Madrid après avoir pillé le pays, qui s'est sauvé de prison durant une tentative de coup d'État et qui est aujourd'hui protégé par le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez. Durant 3 ans, c'est ce clan-là qui a bénéficié des largesses économiques de Washington pour le Venezuela, c'est-à-dire qui va bénéficier des actifs volés par Washington, qui va se bénéficier des postes dans des postes de gouvernance parallèle, par exemple, dans le cas de Guaido, qui va se bénéficier de l'argent que les troufions européens et états-uniens, par leurs impôts, donnent à l'opposition extrémiste et mafieuse vénézuélienne. Vous voyez? Donc voilà, là, le ton a changé. D'ailleurs, on a bien vu, Juan Guaido, qui était le leader incontesté de l'opposition dans les médias français, a disparu, on n'en parle plus. Il s'est sauvé à Miami. Aujourd'hui, c'est María Corina Machado, la leader incontestée de l'opposition du Venezuela, que blablabla. Demain, ça sera quelqu'un d'autre. Parce que dans 3 ans, María Corina Machado, elle va bénéficier de l'argent, etc. Et puis, les querelles internes, c'est pour ça les querelles internes au sein de l'opposition vont faire que, au sein de l'opposition, ils vont la pousser vers la sortie pour se mettre sous la douche d'argent que les États-Unis font couler sur l'opposition vénézuélienne. Donc, ça, c'est aussi à prendre en compte. C'est-à-dire que si elle perd, elle et son pantin González, eh bien finalement, il faut qu'elle regagne en donnant des gages, c'est-à-dire en appelant à la fraude et à la tentative de guerre civile. Je pense pas, parce que les Vénézuéliens en ont marre des épisodes de violence politique. Je pense pas que cette stratégie marchera. Et puis surtout, je voudrais dire un mot là-dessus, parce qu'on n'en a pas dit un mot. Les États-Unis dans tout ça.
Les États-Unis ont participé avec le blocus à créer une grande vague migratoire vénézuélienne. Les chiffres vont de 3,5 à 7. Je ne veux pas rentrer dans la polémique, je veux prendre le juste milieu, je vais prendre 5. 5 millions de Vénézuéliens qui se baladent de par le monde. C'est énorme. C'est énorme. La première vague, on va dire la grande vague de 2016 à 2022-23, la plupart des Vénézuéliens sont allés dans les pays d'Amérique latine, déstructurant aussi certaines relations laborales dans ces pays-là et faisant monter un racisme inconsidéré contre l'immigration. Pourquoi? Parce que le patronat local, colombien, équatorien, péruvien, chilien et argentin, avait bien besoin d'une main-d'œuvre corvéable à merci, illégale et surtout formée, parce que la plupart des Vénézuéliens et des migrants vénézuéliens ont un diplôme universitaire. Voilà. Et donc, ça a créé des tensions. Depuis 2 ans, une grande partie des migrants vénézuéliens a remigré en très petite partie dans d'autres pays d'Amérique latine, en changeant de pays d'Amérique latine, en petite partie en rentrant au Venezuela et en bénéficiant de la reprise économique du pays. Mais en très grande partie, ils sont montés aux États-Unis. Et lorsque les États-Unis ont renforcé les sanctions en avril 2024, non, on a pu voir, par exemple, la vice-présidente du Venezuela dire « Très bien, et bien dans ce cas-là, on n'accepte plus les avions de déportation de migrants illégaux. » C'est-à-dire, grosso modo, en pleine élection, aux campagnes électorales où l'immigration va être un des thèmes principaux entre Biden et le candidat démocrate, entre Trump et le candidat démocrate, les Vénézuéliens disent démerdez-vous. Vous avez provoqué une migration avec le blocus, assumez-la. C'est compliqué. En campagne électorale, ça va être compliqué. C'est-à-dire que là, ils sont en campagne, là, va y avoir un résultat. Est-ce qu'il faut parler et reconnaître le gouvernement vénézuélien et rétablir des liens pour gérer les flux migratoires et puis aussi gérer le pétrole? Il y a tout un lobby au Texas pour dire on a besoin, pas seulement au Texas, d'ailleurs aussi dans la classe politique états-unienne, de dire on a besoin du pétrole vénézuélien parce que y compris certaines raffineries texanes ont été designées, ont été construites pour le pétrole extra-lourd vénézuélien, qui est à plusieurs heures de bateau et pas plusieurs jours, n'est-ce pas? Ou au moins, on a besoin du contrôle du pétrole vénézuélien. Donc, c'est-à-dire, là, est-ce qu'on a besoin du pétrole? Et dans ce cas-là, il faut reconnaître Maduro et reprendre des relations à peu près normales. Ou est-ce qu'on a besoin du contrôle du pétrole, c'est-à-dire ne pas reconnaître les élections, maintenir les sanctions, mais donner des exemptions de sanctions, c'est-à-dire que les États-Unis contrôlent qui va pouvoir commercer avec le pétrole vénézuélien. Et surtout, il y a un autre aspect qui est important. Alors ça, j'ai vu ça parce qu'au Pérou, il y a quelques temps, donc le Pérou qui est un État vassal des États-Unis, c'est l'arrière-cour de l'arrière-cour. Le gouvernement donc, de Boluarte a reçu la visite, donc son chef de cabinet, de Carlos Ruiz Rosillo, qui est l'ex-directeur des politiques publiques de la présidence de Trump. Oui, il y avait un directeur des politiques publiques de la présidence de Trump. Et aujourd'hui, il est le président, enfin il était avant aussi, du Centre Adam Smith pour la liberté économique. Donc on a bien compris à qui on s'adressait. On est sur un anarcho-capitaliste. Et le type a donné plusieurs conférences ici qui étaient très intéressantes parce qu'il laissait entrevoir quelle était un petit peu la stratégie des États-Unis pour l'Amérique latine en cas de victoire de Trump. Alors, en cas de victoire de Trump, il faut savoir que Trump, alors tous les gens qui disent Trump, c'est le monde pacifié, machin, etc., ça, c'est pas vrai. Hein. Ça a été la pire présidence pour l'Amérique latine. Pourquoi? Parce qu'il traîne dans son sillage des mecs qui sont là depuis la guerre froide, qui sont des foldingues finis, comme Otto Reich, comme, Otto Reich, il est mort, comme Elliott Abrams, comme John Bolton, Marco Rubio, etc., etc. Mais Ruiz Rosillo nous dit, grosso modo, l'ennemi principal, c'est la Chine. Et là, on l'a déjà entendu, il me semble, dans les déclarations de Vance, n'est-ce pas?
qu'il a dit on va essayer de sortir du pétrin ukrainien pour se concentrer sur le véritable objectif qui est pour nous la Chine. Et Rosillo est dans cette optique-là. Le principal ennemi, c'est la Chine. Il faut que les États-Unis retirent leurs entreprises de Chine et les remettent dans un espace totalement libéralisé, totalement pacifié, qui est son arrière-cour naturel, qui sont l'Amérique latine. De fait, voilà, donc c'est-à-dire que qu'il faut des États, enfin, ou de l'absence d'États, comme est en train de faire Milei en Argentine, comme il existe au Pérou, comme il existe en Équateur, pour que des entreprises états-uniennes puissent revenir à moindre coût, puissent déménager de Chine dans des espèces de zones économiques spéciales anarcho-capitalistes qui produiraient pour le marché états-unien. Voilà. Bon, dis-moi, là, Et ça, attends, je finis là-dessus, Régis. Ça, c'est important parce que le Venezuela, il met un grain de sable aussi, tout de même, dans ce rouage-là. D'une part, parce qu'il n'acceptera pas ça. Et puis, d'autre part, parce que le Venezuela est sorti de la spirale hyperinflationniste sans passer par les politiques monétaires qui sont régulièrement instruites au gouvernement qui souffre d'hyperinflation. Et donc, ça reste encore un modèle et un caillou dans la chaussure de Washington. Donc ça, ce que je veux dire, en tout cas là-dessus, ce qui est vraiment important, c'est que les USA seront la clé. C'est-à-dire, on aura peut-être quelques Européens qui brailleront si jamais Maduro gagne. De toute façon, ça n'a aucune importance. Les relations du monde occidental avec le président du Venezuela, si c'est Maduro qui gagne, seront définies à Washington. alors, quand? C'est tout le problème. On s'est éloigné de l'élection du 28 juillet, de l'élection vénézuélienne. Là, pour l'instant, en ce qui concerne les États-Unis, on a un président, on a un Trump qui a failli se faire tuer, c'était très peu, c'était probablement un complot. Je suis ça d'assez près. Il y a eu l'audition de la patronne du secret service hier au Congrès. Non, mais c'était un désastre total. Il y a une résignation, enfin, du candidat démocrate qui a disparu. C'est quand même extraordinaire. Le mec, on a un tweet avec un truc qu'il manifestement il n'a pas écrit, avec une signature. Alors j'ai vu des comparaisons, moi je ne sais pas, hein, je ne suis pas Tristan Mendes France, hein, je ne vais pas les décoder le complotisme, mais enfin c'est quand même très bizarre. Le mec, 2 jours avant, il dit je vais y aller, hop, finalement j'y vais pas, personne ne l'a vu, personne ne l'a entendu, on se demande où il est. Bon, donc c'est quand même un extraordinaire foutoir. Alors tu as raison de dire que, et ce que dit Vance, le vice-président choisi par Trump, s'il est élu, que les Européens ne sont pas des alliés, mais des clients qui font ce qu'on leur dit, bien évidemment, là, le message partira de Washington et message de commentaires sur les élections vénézuéliennes. Bon, donc, d'après toi, possible, sinon probable, victoire de Maduro, mais par un score beaucoup moins important que ceux qu'il a eu dans le passé. Écoute, on va voir, hein, on va voir ce qu'il en est. Je vais encore te remercier de la Attends, juste un profondeur. truc, Régis. Oui, Juste rajouter un truc, parce que c'est le Venezuela, c'est important. On a été un peu long aujourd'hui, mais je crois que c'est important aussi que les gens savent ça. Alors, j'ai dit, moi je pense que Maduro va gagner dans une marge assez réduite. Je vais dire aussi, comme ça, je ne me pas que si jamais il y a une victoire du candidat González, il gagnera aussi dans une marge réduite, ce qui n'est pas indiqué hein, aujourd'hui. Quand on oui, prend oui. un journal dans le monde occidental, on a l'impression qu'il va gagner avec une énorme marge parce que personne n'aime Maduro. Bon, voilà. Je voudrais dire quand même quelque chose de très important. C'est que là, on est en train de commenter la démocratie représentative vénézuélienne, qui est importante, qui fonctionne très bien, qui est transparente, il n'y a aucun problème là-dessus, mais qui n'est pas seule, qui n'est pas seule pour définir le système démocratique vénézuélien. Le Venezuela, depuis 20 ans, a construit une démocratie participative et protagonique, comme il l'appelle, et c'est un système qui euh, rassemble des millions de personnes qui, tous les jours, au sein de leurs conseils communaux, c'est-à-dire leur conseil de voisinage,
ou au sein des communes productives, qui est le regroupement de plusieurs conseils communaux autour d'un projet productif, décident en assemblée générale, à main levée, du futur de leur quotidien. Et durant des années, le Venezuela a construit cela. Donc, c'est aujourd'hui 35 000 conseils communaux, 4 000 communes. Ça touche environ de manière directe ou indirecte, c'est-à-dire directe par l'élection de représentants aux conseils communaux ou à la commune, ou de manière indirecte leur famille, 14 millions de Vénézuéliens. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est-à-dire que pour ces 14 millions de Vénézuéliens, il y a tout un système démocratique qui aujourd'hui ne consiste pas seulement à déléguer sa souveraineté pour un laps de temps donné par le moyen du vote, mais à l'exercer tous les jours à travers de la démocratie représentative, des assemblées de quartier, des assemblées de la commune, du choix des projets productifs, qui avait eu un impact au Venezuela, il y a quelques années, c'est en 2009, sur un changement dans la Constitution pour reconsidérer les propriétés. Comme dans la plupart des constitutions, il y avait la propriété privée, la propriété étatique, la propriété privée collective, comme les coopératives par exemple. Et au Venezuela aujourd'hui, il y a 7 types de propriétés, notamment la propriété sociale, directe et indirecte. Et ça a été pensé pour les conseils communaux et les communes. C'est-à-dire que une entreprise productive de la commune va être en propriété sociale. Elle n'appartient pas à une personne, elle n'appartient pas à un collectif de personnes, elle appartient à la structure décidée et qui est sortie de la démocratie participative. Et toutes les dividendes de ces entreprises communales vont être décidées en assemblée générale. Et ça, c'est important. C'est vraiment important. C'est un autre type de démocratie qui n'a pas remplacé la démocratie représentative et qui ne la remplacera pas, mais qui n'est pas à négliger parce qu'à mon sens, elle est beaucoup plus profonde. Et là, on touche le cœur de ce que devrait être le système démocratique. En avril, j'ai assisté à un vote où dans toutes les communes, on avait fait une vidéo, enfin j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller regarder, toutes les communes ont voté pour des projets productifs. C'est un vote qui a rassemblé 4,5 millions de personnes. Donc ça, c'est juste la démocratie participative. De ces 4,5 millions de personnes, il y en a au moins 80% ou 85% qui sont chavistes. Pourquoi pas tous? Parce qu'il y a des opposants aussi. Mais pourquoi la majorité sont chavistes? Parce qu'ils ont conscience que ce système de démocratie représentative, de pouvoir populaire qui n'a été rendu possible que par la révolution bolivarienne et le chavisme, disparaîtrait complètement si le pays réalisait une élite du passé comme María Corina Machado ou son pantin, et si le pays revenait sous le joug du colonialisme états-unien. Donc, voilà, il y a aussi cet enjeu-là de défendre la démocratie participative à travers le vote. Et on verra dimanche 28 juillet, qu'est-ce que choisiront les Vénézuéliens entre ces deux projets de société. Merci pour tous ces éléments. Je te sens vibrer sur la démocratie représentative, décidément, sur la démocratie participative, avec cette idée très importante et très intéressante des régimes de propriété. Je ferai autre chose autour d'un livre d'un économiste anglais, Paul Coshcott, qui a écrit une histoire du travail extraordinaire. Et là, vers un cybercommunisme. Alors, le titre est très vilain, mais il revient sur tout un tas de choses qu'il considère comme permises par la révolution numérique, et ça offre des perspectives assez intéressantes. Tu viens d'en parler concernant les élections. Le problème est que, bon, ce numérique, enfin on en reparlera, ce numérique est quand même était en grande partie sous le contrôle de l'Empire. Ça commence à changer. Ça commence à changer même assez rapidement. Hein. Il y a la Chine, il y a la Russie aussi, qui deviennent des puissances numériques, et je pense que c'est une bonne nouvelle. Eh bien, mon cher Romain, encore merci. À très bientôt à tous. On va continuer nos différents tours du monde, et naturellement, on attendra lundi, parce qu'avec le décalage horaire, je pense qu'on aura les résultats dans la journée de lundi. On attendra de savoir si notre ami Romain a vu juste ou bien s'il s'est planté. Si c'est le cas, la deuxième hypothèse, il doit une tournée générale.
À bientôt à J'ai tous. pris les pincettes, comme tu as pu voir. Hein. J'ai pris Ah les oui, oui, mais pincettes. ça fait La rien. défaite ne Non, sera mais pas- ça fait la, rien. la Je victoire prends sera mienne, la défaite ne sera pas si lourde. tournée de tequila, tournée générale de tequila si t'as perdu. Ah bah, Salut. de Rome, pour le coup, parce que on parle du Oui. Venezuela. Ciao. Ah oui, oui, c'est vrai, j'allais oublier. Ah, j'en ai deux. J'ai du Diplomatico, puis j'en ai un autre. Ils sont vraiment, ça, c'est j'ai une assez jolie collection de rhum vieux. Mais je bois ça avec beaucoup, beaucoup de parcimonie. Oui. À bientôt.